Bonjour. Pour commencer, un chiffre qui fait réfléchir. On parle de presque 500 000 brûlures chaque année en France et environ 1 millier de décès. C'est vraiment énorme. C'est considérable, oui. Et ce qui est encore plus marquant, c'est que les tout-petits sont les plus touchés. 60% des brûlures graves, ça concerne des enfants de moins de 4 ans. Souvent des accidents domestiques, des choses toutes bêtes. Malheureusement, oui, la cuisine, la salle de bain, les risques sont partout. Aujourd'hui, on va donc explorer ce sujet complexe des brûlures sévères en se basant sur les infos qu'on a pu rassembler. L'objectif, c'est de comprendre ensemble comment on évalue une brûlure, quels sont les critères qui la rendent grave, et puis les grands principes pour la prendre en charge, dès les premiers instants et jusqu'à l'hôpital. Exactement, on va décortiquer les points clés, l'évaluation de la surface, de la profondeur, comment le corps réagit violemment, les dangers cachés aussi, comme l'inhalation de fumée, on en parlera. Et puis bien sûr, toutes les étapes des soins, des premiers secours jusqu'aux techniques les plus pointues en centre spécialisé. C'est un vrai défi. Bon alors, par quoi on commence ? L'évaluation, j'imagine. Il y a différents types de brûlures déjà ? Oui, tout à fait. La grande majorité, plus de 80%, ce sont des brûlures thermiques. Le feu, l'eau bouillante, ce genre de choses. C'est ça. Flammes, liquide chaud, contact avec un objet brûlant. Ensuite, beaucoup plus rare, on a les brûlures chimiques et électriques. Moins de 5% chacune. Et puis, les brûleurs par radiation, mais ça c'est vraiment exceptionnel. Et c'est important de savoir la cause tout de suite ? Ah oui, c'est fondamental. Surtout pour les brûlures chimiques, par exemple. Là, le premier geste, c'est de laver à grande eau, tout de suite et longtemps. C'est pas pareil que pour une brûlure thermique. D'accord. Une fois qu'on sait la cause, qu'est-ce qui détermine si c'est grave ou pas ? Vous parlez de surface, localisation, profondeur. Exactement. Ces 3 éléments sont cruciaux. D'abord, la surface brûlée, qu'on appelle la SB. SB, d'accord. Et pourquoi c'est si important la surface ? Parce que plus la surface touchée est grande, plus les conséquences générales sur le corps vont être sévères. On considère qu'au-delà de 10% de la surface du corps chez l'adulte, on est face à une brûlure grave. 10%. Ça paraît pas énorme, mais ça l'est en fait. Ça l'est, oui, parce que ça déclenche des réactions en chaîne dans tout l'organisme, notamment des pertes d'eau et de protéines très importantes qu'il faut compenser très vite. Et comment on estime ça rapidement, sur place par exemple ? Alors, en urgence, on a un outil assez simple. C'est la règle des 9 de Wallace. La règle des 9 ? Oui. Le corps est divisé en zones qui valent 9% ou un multiple de 9. Un bras entier, c'est 9%, une jambe, c'est 18%, le devant du tronc, 18%, le dos, 18%. Ça permet d'avoir une estimation rapide. C'est pratique. Et une autre astuce, c'est la paume de la main du patient, doigt compris. Ça représente à peu près 1% de sa surface corporelle. Utile pour les brûlures plus petites ou un peu dispersées. D'accord, 1% pour la paume, c'est bon à savoir. Donc, surface estimée. Ensuite, la localisation. J'imagine que se brûler le doigt ou le visage, c'est pas pareil. Absolument pas. Certaines zones rendent une brûlure grave d'emblée, même si elle est toute petite. On parle de zones fonctionnelles ou à risque. Comme quoi, par exemple ? Le visage, bien sûr, à cause du risque pour les voies respiratoires et des séquelles esthétiques. Le cou aussi. Les mains, les pieds, parce que c'est essentiel pour l'autonomie. Les plis de flexion, coudes, genoux, aisselles. Ah oui, parce que ça peut empêcher de bouger après. Exactement. La cicatrisation peut créer des brides qui limitent le mouvement. Et puis il y a le périnée, les organes génitaux, les seins. Et évidemment, toute brûlure qui touche l'intérieur, les voies aériennes, c'est gravissime. Vous avez aussi mentionné les brûlures circulaires. Qu'est-ce que c'est ? Alors ça, c'est quand la brûlure fait tout le tour d'un membre. Un bras, une jambe ou même du thorax. Et c'est dangereux pourquoi ? Parce que la peau brûlée devient dure, cartonnée, elle perd son élasticité. Si elle fait tout le tour, elle va serrer ce qu'il y a en dessous, comme un étau. Ça comprime les vaisseaux sanguins, les nerfs. C'est l'effet Garot. Ah oui, donc le sang ne passe plus. C'est ça, ça peut entraîner une ischémie, la mort des tissus par manque d'oxygène. C'est une urgence absolue. Il faut parfois couper cette peau brûlée pour libérer la pression. Et si c'est autour du thorax, ça peut même gêner la respiration. D'accord, très clair. Surface, localisation. Et le troisième critère, c'était la profondeur. Les fameux degrés. Oui, voilà. Le premier degré, c'est le plus léger, le coup de soleil typique. Rouge, ça fait mal. Exactement. Seule la couche superficielle, l'épiderme, est touchée. Ça guérit tout seul, sans laisser de traces. Et point important, on ne le compte pas dans le calcul de la surface pour définir une brûlure grave. Ok, le premier degré ne compte pas. Et le deuxième degré ? Alors là, on atteint la couche en dessous, le derme. Le signe caractéristique, c'est la cloque, la phlyctène. La cloque d'eau, oui. C'est ça. Mais attention, il y a 2 types de deuxième degré.
Le deuxième degré superficiel, quand on enlève la cloque, le fond est rouge vif. Ça suine, c'est très très douloureux et ça saigne facilement. Ça veut dire que le derme est encore bien vivant, bien vascularisé. Ça guérit souvent tout seul en 10-15 jours. Et l'autre type? C'est le deuxième degré profond. Là, le fond de la cloque est différent. Il est plus pâle, blanc rosé, et surtout ça fait moins mal. Moins mal? C'est bizarre ça. Bah oui, c'est le piège. Moins mal parce que les terminaisons nerveuses sont déjà plus atteintes. Et ça saignait peu, la vascularisation est touchée. La guérison spontanée est beaucoup plus difficile, plus longue, et ça laisse souvent des cicatrices. Ce stade nécessite souvent une opération, une greffe de peau. Donc paradoxalement, moins de douleur initiale peut vouloir dire plus grave. C'est fou ça. C'est exactement ça. Et c'est encore plus vrai pour le troisième degré. Alors là, c'est encore plus profond. Oui, là, toute l'épaisseur de la peau est détruite, parfois même les tissus en dessous, la graisse, les muscles. La peau a un aspect de cuir, sec, cartonné, elle peut être blanche, marron, noire, et elle est complètement insensible. Insensible, plus aucune douleur. Au niveau de la zone de troisième degré elle-même, non, car toutes les terminaisons nerveuses sont détruites. C'est évidemment le stade le plus grave. Ça ne peut absolument pas guérir tout seul. Il faut obligatoirement opérer pour enlever les tissus morts et mettre une greffe. D'accord, c'est à la fois fascinant et terrible cette histoire de douleur. Bon, une fois qu'on a évalué la brûlure, surface, localisation, profondeur, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Vous parliez de réactions complexes. Oui, quand la brûlure est étendue, elle ne reste pas localisée. Elle déclenche une réponse inflammatoire énorme dans tout l'organisme. Une vraie tempête. Une inflammation généralisée, hein? C'est ça. Le corps libère plein de substances qui vont agir partout. Et la conséquence la plus immédiate et la plus dangereuse, c'est ce qu'on appelle le syndrome de fuite capillaire. Fuite capillaire, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez les plus petits vaisseaux sanguins, les capillaires. Leurs parois deviennent perméables, comme des passoires. Du coup, l'eau, les protéines, les électrolytes qui sont normalement dans le sang s'échappent massivement vers les tissus autour. Ah, c'est ça qui provoque les gonflements énormes, les œdèmes. Précisément, ça gonfle partout, pas seulement sur la zone brûlée. Mais le pire, c'est que tout ce liquide qui sort des vaisseaux, il manque dans la circulation. Le volume de sang qui circule réellement diminue de façon dramatique. Et ça mène au choc. Exactement. Au choc hypovolémique. Hypo égale bas, volémique égale volume. Pas assez de volume sanguin. Le cœur pompe dans le vide, la tension artérielle chute, les organes vitaux ne reçoivent plus assez d'oxygène, c'est une urgence vitale absolue. Il faut perfuser des litres et des litres de liquide très vite pour compenser. Une vraie cascade de problèmes, en effet. Et ce n'est pas fini. Cette agression massive affaiblit aussi énormément les défenses immunitaires. Le patient brûlé devient extrêmement fragile face aux infections. C'est une cause majeure de décès plus tard dans les jours ou semaines qui suivent. D'accord. En plus de la brûlure elle-même, il y a un autre risque majeur, surtout si c'est un incendie dans un endroit fermé. Oui. Les fumées. L'inhalation. Ah oui, ça c'est un ennemi redoutable et souvent invisible au début. Il faut y penser tout le temps en cas d'incendie en lieu clos. Et comment on le repère? Il y a des signes? Oui, il y a des signes d'alerte assez nets. Trouver de la suie noire dans la bouche, le nez, ou si la personne crache noir. Une voix qui devient rauque soudainement. Une toux. Des difficultés à respirer, bien sûr. Mais parfois, c'est plus subtil au départ. Qu'est-ce qui est dangereux dans ces fumées, au juste? En fait, c'est une double toxicité. C'est ça le problème. Double. C'est-à-dire? D'abord, il y a l'agression directe des voies respiratoires. La chaleur de la fumée, les produits chimiques irritants qu'elle contient. Tout ça brûle et irrite l'intérieur de la gorge, du larynx, des bronches. Ça provoque une inflammation et un œdème, un gonflement. Et ça peut bloquer la respiration, non? Oui, ça peut aller très vite. L'œdème peut complètement obstruer le passage de l'air et entraîner l'asphyxie. C'est pour ça qu'il faut parfois intuber très vite. On y reviendra. Ok, ça c'est la première toxicité. Et la deuxième? La deuxième, c'est l'intoxication par des gaz asphyxiants qui sont dans la fumée. Ils sont souvent invisibles, inodores. Deux sont particulièrement dangereux. Le premier, c'est le monoxyde de carbone, le CO. Le CO, oui, on en entend souvent parler pour les chaudières défectueuses. Exactement, il est produit par toute combustion incomplète. Le problème du CO, c'est qu'il se fixe sur l'hémoglobine de nos globules rouges, là où l'oxygène devrait se fixer. Et il s'y fixe beaucoup plus fortement. Donc il prend la place de l'oxygène. Voilà. L'oxygène ne peut plus être transporté correctement vers les cellules. Le corps manque d'oxygène de l'intérieur, même si la personne respire. C'est l'hypoxie. Le cerveau et le cœur sont les premiers touchés. Et le deuxième gaz dangereux? C'est le cyanure, l'acide cyanhydrique, HCN.
On le trouve surtout quand des matériaux synthétiques brûlent. Plastique, mousse d'isolation, tissu d'ameublement. Et lui, il agit comment? Différemment du CO, le cyanure il bloque directement l'utilisation de l'oxygène par les cellules. Même si l'oxygène arrive bien jusqu'à elles, les cellules ne peuvent plus s'en servir pour produire de l'énergie. C'est comme si le moteur cellulaire était bloqué. C'est terrible. Oui, ça entraîne une production massive d'acide lactique et une défaillance très rapide de tous les organes. C'est une intoxication extrêmement grave. Cette double attaque silencieuse fait froid dans le dos. Bon, alors si on est témoin d'une brûlure, quels sont les premiers gestes à faire? Les bons réflexes. Le réflexe numéro 1, avant même de toucher la victime, la sécurité. Protéger soi-même et la victime. Absolument. Si c'est un incendie, on n'est pas pompier, on n'entre pas dans un bâtiment en feu. On appelle les secours, le 15. Si la personne a des flammes sur elle, il faut les éteindre, la faire rouler par terre, l'étouffer avec une couverture pas en synthétique ou un manteau. D'accord. Une fois le feu éteint ou le danger écarté. Il faut arrêter le processus de brûlure. Donc, enlever les vêtements, mais attention. Oui. Uniquement s'ils ne collent pas à la peau. Si ça colle, on ne tire surtout pas, on laisse en place. Sinon, on arrache tout. Sauf si. Sauf si le vêtement est imbibé d'un produit chimique ou d'un liquide encore brûlant. Là, il faut l'enlever très vite, quitte à le découper en se protégeant les mains, et penser aussi à enlever tout ce qui peut serrer. Bagues, montres, bracelets, avant que ça gonfle. Très important ça, le démarrer vite. Et ensuite, le fameux refroidissement à l'eau. Oui, c'est un geste essentiel, mais il faut bien le faire. On retient souvent la règle des 15. 15 degrés, 15 minutes. C'est ça. Eau fraîche, autour de 15 degrés, surtout pas glacée, qui coule doucement sur la zone brûlée et seulement sur elle, pendant environ 15 minutes, et le plus tôt possible après la brûlement. Ça calme la douleur et ça limite les dégâts en profondeur. Mais il y a des précautions à prendre. Oui, très important. Premier piège. Ne jamais refroidir tout le corps de la personne, surtout si la brûlure est étendue, disons plus de 20%. Le risque, c'est de la mettre en hypothermie, de faire chuter sa température. C'est très dangereux pour un brûlé. Donc on refroidit la brûlure, pas le brûlé. Exactement. Si la personne commence à trembler, à avoir froid, on arrête tout de suite le refroidissement. Deuxième point. Ce refroidissement est surtout efficace s'il est fait très vite, dans la première heure. Après, ça sert beaucoup moins à grand-chose sur la profondeur. Et pour les brûlures chimiques, c'est différent. Ah oui, là, le mot d'ordre, c'est lavage, lavage, lavage. À grande eau pendant très longtemps, au moins 30 minutes. C'est l'action mécanique de l'eau qui dilue et entraîne le produit qui est primordial. D'accord. Une fois qu'on a refroidi, ou pas si ce n'était pas indiqué, qu'est-ce qu'on fait? Il faut protéger la brûlure. Le mieux, c'est avec un linge propre et humide. Humide pour que ça ne colle pas. Et ensuite, il faut absolument lutter contre le froid. L'hypothermie, oui. Donc on enveloppe la personne dans une couverture de survie, côté doré ou argenté vers l'extérieur, ça dépend des conditions, mais l'important c'est d'isoler. C'est crucial, surtout chez les enfants ou si la surface brûlée est grande. Parfois, les secours utilisent des compresses spéciales type hydrogel, mais c'est sous condition. Bon, ça, c'est ce qu'on peut faire en attendant les secours. Et quand l'équipe médicale arrive, le SAMU ou les pompiers médicalisés? Alors là, on passe à la vitesse supérieure, la réanimation préhospitalière. Leur priorité, c'est de stabiliser les fonctions vitales. D'abord, poser une ou plusieurs perfusions des voies veineuses, de gros calibre. Si possible dans une zone non brûlée, pour pouvoir envoyer beaucoup de liquide. Le fameux remplissage. Exactement. Ensuite, mettre la personne sous monitoring. Surveiller la tension, le cœur, la saturation en oxygène avec le petit appareil au bout du doigt, la SPO2. Et l'oxygène. Systématique. À haute concentration, 15 litres par minute au masque à oxygène. Surtout s'il y a le moindre doute d'inhalation de fumée, pour essayer de déloger le CO. Et la respiration? Vous disiez que ça pouvait se bloquer vite avec l'œdème? C'est un point absolument critique. L'équipe va évaluer très attentivement. Si la personne respire mal, si elle a des brûlures au visage ou au cou, si elle est inconsciente ou confuse, on utilise une échelle comme le score de Glasgow pour ça, ou si on suspecte fortement une inhalation de fumée, ou encore si la surface brûlée est très grande, plus de 50%. Oui. Eh bien, dans tous ces cas, il ne faut pas hésiter. Il faut l'intuber, c'est-à-dire lui mettre un tube dans la trachée pour sécuriser ses voies aériennes et la ventiler artificiellement. Même si elle respire encore un peu? Oui, parce que l'œdème peut s'installer en quelques minutes ou heures, et après il sera trop tard. L'intubation deviendra impossible. C'est une décision précoce qui sauve des vies. Il ne faut pas attendre d'être au pied du mur. Compris. Et le remplissage vasculaire, vous disiez? C'est l'autre geste vital immédiat. Dès que la surface brûlée dépasse 10 ou 15%, en comptant le 2e et 3e degré, on commence à perfuser massivement des solutés, du Ringer lactate, idéalement. La règle de base, c'est souvent d'envoyer environ 20 ml par kilo de poids du patient, rien que dans la première heure. C'est énorme.
Ça fait plus d'1 litre pour une personne de 60 kilos? Oui, c'est ça. C'est indispensable pour combattre le choc hypovolémique. On peut aussi poser une sonde urinaire assez tôt pour surveiller si les reins fonctionnent bien, surtout si le périnée est brûlé. Et si on suspecte fortement une intoxication au cyanure et que l'état est grave, on peut administrer l'antidote, l'hydroxocobalamine. D'accord. Une fois la personne stabilisée comme ça sur place, elle part à l'hôpital, j'imagine, dans un service spécialisé, hein? Absolument. Une brûlure grave, ça ne va pas aux urgences classiques. Ça doit aller directement dans un centre de traitement des brûlés, CTB. Il y en a un certain nombre en France, avec toute l'expertise et le plateau technique nécessaire. Et là-bas, les soins continuent de manière intensive. Oui, la prise en charge est multidisciplinaire. Sur le plan respi, par exemple, on continue la surveillance étroite. On guette la SDRA, le syndrome de détresse respiratoire aiguë, une complication fréquente. Si le patient est intubé, on le ventile avec des paramètres très doux pour protéger ses poumons déjà fragilisés. On peut faire une fibroscopie bronchique pour voir l'état des bronches et les nettoyer. Et côté circulation, le remplissage continue? Il continue, oui, et on l'affine. Les besoins en liquide restent gigantesques pendant les premières 24 à 48 heures. On utilise des formules de calcul, comme celle de Parkland, qui donnent une idée des volumes, par exemple 2 ml par kilo et par % de surface brûlée sur les 8 premières heures, puis la même chose sur les 16 heures suivantes. Mais c'est surtout la surveillance de la tension, du pouls et surtout de la quantité d'urine, la diurèse, qui guide la quantité de perfusion. On a parfois besoin de médicaments comme la noradrénaline pour maintenir la tension et on surveille aussi une complication grave, le syndrome compartimental abdominal. C'est quoi ça? C'est quand l'œdème et les perfusions massives font tellement gonfler le ventre que ça comprime les organes à l'intérieur. Ça aussi, c'est une urgence chirurgicale. Et pour les intoxications, au CO et au cyanure, on fait quoi à l'hôpital? L'oxygène reste la base. Pour le CO, si l'intoxication est grave avec des signes au cerveau, au cœur ou chez une femme enceinte, on peut discuter l'oxygénothérapie hyperbare. Mettre le patient dans un caisson pressurisé où il respire de l'oxygène pur. Ça aide à éliminer le CO plus vite. Beaucoup plus vite, oui. Mais c'est compliqué à organiser pour un grand brûlé qui est souvent instable, qui a besoin de beaucoup de machines. C'est pas toujours possible ou bénéfique. On pèse le pour et le contre. Pour le cyanure, si l'antidote n'a pas été fait avant, on peut le faire à l'hôpital. Et la douleur? J'imagine que c'est un combat permanent. Ah oui, la douleur est omniprésente et intense. Sa gestion est une priorité absolue. On utilise une approche multimodale. C'est-à-dire plusieurs choses en même temps. Voilà, on combine le paracétamol, des morphiniques souvent à forte dose et en continu, parfois de la kétamine à petite dose, des médicaments contre l'anxiété aussi, car l'angoisse majeure la douleur. Et pour les soins locaux, comme les changements de pansement qui sont terriblement douloureux, on fait souvent une sédation profonde, voire une anesthésie générale très courte. Vous parliez aussi du risque d'infection. C'est l'ennemi numéro 1, une fois la phase de choc passée. La peau, notre barrière naturelle, est détruite. Paradoxalement, on ne met pas d'antibiotiques en prévention systématique au début. Ah non, pourquoi? Pour ne pas favoriser l'émergence de bactéries super résistantes qui sont fréquentes dans les centres de brûlés. La prévention, c'est d'abord une hygiène hyper rigoureuse de tous les instants, des soins locaux très méticuleux, nettoyage, antiseptiques locaux, pansements spéciaux qui limitent la prolifération bactérienne comme ceux à l'argent, et surtout, la meilleure prévention, c'est de refermer la plaie le plus vite possible avec la chirurgie, la greffe. Et bien sûr, vérifier que la vaccination contre le tétanos est à jour. Et la chirurgie, justement, elle intervient quand? Elle peut intervenir très très tôt. On parlait des brûlures circulaires qui font garrot. Oui, l'effet est tôt. Eh bien, s'il y a des signes de compression, il faut faire en urgence des incisions de décharge. Ça s'appelle des escarotomies. On coupe juste la peau brûlée, l'escar, pour libérer la pression. Parfois, il faut aller plus profond. Ça, c'est l'urgence. Ensuite, la chirurgie principale, c'est l'excision-greffe. On enlève chirurgicalement les tissus brûlés morts et on recouvre avec de la peau fine prélevée ailleurs sur le patient lui-même. Et la nutrition dans tout ça? Le corps doit avoir besoin de beaucoup d'énergie, non? Énormément. C'est ce qu'on appelle l'hypermétabolisme. Le corps d'un grand brûlé tourne à plein régime pour lutter contre l'inflammation, cicatriser. Les besoins en calories et surtout en protéines sont colossaux. Il faut démarrer très tôt une alimentation artificielle, le plus souvent par une sonde dans l'estomac ou l'intestin. C'est vital pour éviter la dénutrition et aider à la guérison. Et on n'a pas parlé de l'aspect psychologique? C'est absolument fondamental. Et ça commence dès le début. La douleur, la peur, parfois la défiguration, la perte d'autonomie, le traumatisme de l'accident lui-même.
c'est un choc psychologique terrible. Un soutien psy doit être proposé très tôt au patient et à sa famille. C'est une partie intégrante du soin. Pour résumer un peu, si on devait lister les erreurs à ne surtout pas faire face à une brûlure grave, les points de vigilance clés. Oui, alors je dirais 1. Refroidir la personne entière et la mettre en hypothermie, au lieu de cibler juste la brûlure et de la réchauffer ensuite. 2. Attendre pour commencer le remplissage vasculaire massif si la surface est importante. C'est vraiment une course contre la montre contre le choc. D'accord. 3. Sous-estimer des signes comme la confusion, la toux, la voix rauque, et ne pas penser tout de suite à l'inhalation de fumée et au risque d'obstruction respiratoire qui peut nécessiter une intubation précoce. Et 4. Peut-être orienter une brûlure qui a des critères de gravité évidentes vers un hôpital qui n'a pas de centre spécialisé. Ça fait perdre un temps précieux. C'est très clair. On mesure vraiment à quel point c'est une chaîne de soins complexe. Une vraie course contre la montre où chaque étape compte. Tout à fait. L'évaluation initiale, les gestes immédiats pour sauver les fonctions vitales et l'orientation rapide vers la bonne structure. Tout ça conditionne énormément le pronostic, la survie, mais aussi la qualité de vie après, avec les séquelles fonctionnelles et esthétiques. Oui, parce que ces brûlures, elles laissent des traces profondes, physiquement et psychologiquement. Comprendre un peu mieux tout ce processus, ça aide à mesurer l'épreuve immense que c'est pour les patients et leurs proches. Et ça ouvre peut-être sur une dernière pensée. On a beaucoup parlé des soins indigus, de l'urgence, mais la vie après une brûlure grave, c'est une reconstruction très longue, sur tous les plans. Alors si on devait s'interroger sur un aspect de cette reconstruction physique, psychologique, sociale, quel serait celui qui nous aiderait le mieux à saisir toute la profondeur des enjeux pour celles et ceux qui ont survécu à ça ?